Je serai accompagnée de 3 personnes, de Christophe Liénard, directeur de l'innovation chez Bouygues, mais aussi président de Impact AI, Caroline Lair, cofondatrice de Women in AI, et Marc-Olivier Deblanc, avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Bonjour. Allez-y, prenez tous un micro. Alors bonjour à tous. Oui, tout est prévu. Non, on a tout ce qu'il faut. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette dernière table ronde. Le premier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'était celui de l'inclusivité des intelligences artificielles. Ça concerne surtout les intelligences artificielles génératives, puisqu'elles créent des représentations visuelles et textuelles qui portent nos préjugés sociaux et sociétaux, voire les amplifient. Alors, une première question pour vous, Caroline. Quels sont les biais les plus marquants dont sont porteuses les intelligences artificielles aujourd'hui ? Bonjour Jessica, bonjour à tous. Alors les biais, on les retrouve partout, pas que dans les IA génératives, dans l'IA en général. Et les biais principaux aujourd'hui sont différents types de nature. On a des biais sur le genre, on a des biais avec sur tout ce qui est socio-ethnique, socio-économique, des biais sur l'âge, des biais liés au handicap, des biais liés à la situation financière, aux revenus des personnes. Et c'est un impact fort parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un outil d'aide à la décision dans des secteurs clés de la société, la santé, l'éducation, le travail. Donc il faut absolument les identifier, les corriger. Et ces biais, on va les retrouver à différentes étapes de la constitution de la modélisation des intelligences artificielles, au niveau des données d'entraînement, au niveau des algorithmes en eux-mêmes, au niveau des créateurs, c'est des biais conceptuels, donc des créateurs des intelligences artificielles qui vont amener leurs propres biais. Et on peut aussi les retrouver au niveau des utilisateurs des IA. Donc, par exemple, en l'occurrence, les IA génératives, si on a des utilisateurs qui vont interagir avec les sorties par un système de rétroaction, ils peuvent venir biaiser à nouveau les intelligences artificielles. Et comment est-ce que l'organisation que vous avez fondée, Women in AI, vient justement agir contre ces biais ? Alors, Women in AI, c'est une association qui a été créée en 2017, qui se base sur le constat qu'il y a un manque crucial de femmes dans les secteurs des technologies et de l'intelligence artificielle. En 2018, je crois que c'était 20% des effectifs dans la tech qui étaient féminins et donc encore moins dans l'IA. Et donc l'idée de Women in AI, à travers sa communauté, qui est aujourd'hui une grosse communauté de 13 000 membres dans 100 pays, c'est de travailler à sensibiliser sur ces sujets et à augmenter le nombre de femmes dans les métiers de l'intelligence artificielle, que ce soit les métiers tech ou non tech. Ça peut être aussi tout l'écosystème de métiers autour de l'IA, le recrutement, le marketing, la communication, le juridique. Et donc l'action aujourd'hui, elle se fait auprès des jeunes filles, des femmes, des entreprises, avec des actions de sensibilisation à travers des programmes de mentoring, des programmes éducatifs, des introductions à l'intelligence artificielle pour des jeunes femmes, et puis des collaborations avec des grandes entreprises pour les aider davantage à recruter dans la diversité pour leurs équipes d'intelligence artificielle. Et est-ce qu'on constate du coup déjà aujourd'hui, quand effectivement les équipes sont plus féminisées, est-ce que effectivement c'est dans le choix, dans les prompts, enfin comment est-ce que ces humains qui viennent changer effectivement la manière dont ils utilisent l'IA ont effectivement un impact direct sur l'inclusivité des créations ? Avoir des équipes diversifiées, c'est la première. C'est une des premières façons d'adresser le problème, mais ce n'est pas la seule. Il y a plein d'autres moyens de travailler sur les biais, on va le voir. Mais je dirais qu'avoir une équipe dans la diversité, c'est le premier garde-fou. Parce que quand vous avez des équipes d'IA avec des femmes, avec des personnes de couleur, de la diversité, lorsqu'on va travailler sur les modèles, s'il y a des biais qui ressortent, ils vont être identifiés directement par les équipes. Alors que si vous avez une population uniforme, souvent jeune, blanche, homme, ils peuvent ne pas identifier certains biais. Donc c'est le premier garde-fou. Après, on va le voir, il y a plein d'autres façons aussi d'adresser ce sujet réglementaire, technique. Oui. Donc une première étape, c'est d'être en capacité de percevoir les biais pour pouvoir effectivement en partie les limiter. Voilà. Dès les premières étapes de sélection des données, par exemple, qu'on va donner en entraînement, d'avoir déjà une équipe qui puisse identifier s'il y a des biais évidents dans ces données-là. Ouais.
Merci. Alors, pour me tourner vers vous, Christophe, le collectif Impact AI œuvre pour une IA plus éthique en France. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et je vais vous donner la petite zapette tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et justement, expliquez-nous un peu plus ce qu'est ce collectif. Exactement. Donc, on est très content d'avoir tout à l'heure AXA, parce que AXA est membre fondateur d'Impact AI. Et donc, Impact AI est né en 2018 sur l'idée de la nécessité d'avoir une IA responsable et de mesurer finalement l'impact de l'IA dans l'éducation, le travail, la santé et l'éthique. Donc, aujourd'hui, Impact AI, c'est un peu plus de 70 partenaires. Certains sont là depuis le début, d'autres nous ont rejoints au fil du temps et on a un gros recrutement en ce moment sur Impact AI en ce début d'année 2024 lié surtout aux IA génératives et on s'intéresse finalement à 4 piliers. IA responsable, l'environnement, donc Green AI et AI for Green, tout ce qui est IA et la santé, et là on retrouve la question des biais notamment, et puis sensibilisation et éducation, et on est très content d'avoir annoncé il y a quelques jours donc un partenariat avec Simplon et Meta pour former 30 000 Français à l'IA, on y reviendra tout à l'heure, l'éducation est un élément clé. Donc on a 7 grands principes au sein d'Impact AI que vous retrouvez ici. On a réalisé pour cela un position paper qui réunit l'ensemble de ces équipes-là. Et vous imaginez, on est nombreux d'avoir un document qui permet de réunir au sein d'un seul document l'ensemble de ce à quoi nous croyons. Est intéressant. Et donc, on retrouve ici finalement cet élément clé, dignité, robustesse, bien sûr, gouvernance des données. On y reviendra également certainement tout à l'heure, la nécessité de la gouvernance, la transparence pour une IA interprétable et explicable, l'équité, le développement durable et le bien-être. On reparlera certainement de la consommation d'énergie, et puis la responsabilité au sens large. Alors, vous l'avez évoqué, on en parlait. Très bien. On a commencé à l'évoquer, il y a la question de l'éducation et de la sensibilisation. Est-ce qu'on peut se dire qu'en fait, il y a eu quand même plusieurs étapes. On a appris à décrypter la presse, étant jeune. On a appris ensuite, avec l'avènement d'Internet, à décrypter une information sur Internet, décrypter une news comme on la trouve. Est-ce qu'effectivement, il y a l'enjeu essentiel, que ce soit dans les usages, donc par les entreprises, par les collaborateurs, mais aussi par le grand public, il n'y a pas un enjeu de sensibilisation et d'apprentissage à décrypter l'intelligence artificielle, la reconnaître, en décrypter les biais, etc., pour bien l'utiliser? Comprendre l'IA n'est pas un luxe, c'est une nécessité, clairement. Je ne sais pas, vous êtes probablement d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce que vous faites avec Impact AI sur ces sujets-là en termes de sensibilisation? Alors, on a développé un kit finalement qui permet et que l'on a mis à disposition de Simplon pour pouvoir former ces 30 000 personnes, qui est un premier batch finalement de formation pour bien comprendre la manière dont fonctionnent les IA et puis le recul que l'on doit absolument avoir sur ces IA. Et du coup, sur cette question des biais, je voulais un peu vous faire réagir sur une actualité de ce début d'année, qui était le lancement de l'intelligence artificielle de Gemini par Google, qui avait quand même cette particularité surprenante, on va dire, de surreprésenter la diversité ethnique et la diversité de genre, et en parallèle de venir sous-représenter les populations caucasiennes, jusqu'à des extrêmes qui peuvent être assez cocasses. Si on pouvait demander un viking, il pouvait être asiatique. Et pour aller encore plus loin, des gens se sont amusés à demander des soldats nazis qui étaient des femmes noires. Bon, la représentation n'est pas effectivement la réalité historique à ce stade-là. Est-ce que programmer la diversité dans les outils eux-mêmes, est-ce que vous considérez que c'est une solution qui est intéressante, ou est-ce qu'il n'y a pas là aussi un extrême qu'on doit éviter ? Oui, c'est clair que l'enjeu est de trouver un équilibre acceptable entre la représentativité des minorités et puis, voilà, donc il y a cet équilibre. Et dans tout le discours sur les IA, les IA génératives, la question de l'équilibre est un élément clé. Et on y reviendra probablement également sur l'IA Act qui permet effectivement de caler un peu cet équilibre. Moi, je pense que c'est pas du tout un extrême, je pense que c'est une nécessité d'encoder la diversité dans les IA. Aujourd'hui, en France, on a une devise qui est celle de la liberté, égalité, fraternité. On la retrouve retranscrite dans la loi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces valeurs-là, la diversité et l'inclusivité, elles doivent être encodées dans l'IA quand on voit l'impact que ça a dans les décisions et dans tous les secteurs clés
de la société. Maintenant, je trouve que la réaction face à Gemini est un peu disproportionnée. Google a perdu 90 milliards de valorisation boursière. J'aimerais qu'on s'insurge autant quand on voit le manque de diversité aujourd'hui dans les IA. Je trouve que c'est une réaction assez disproportionnée. Ça va être corrigé. Comme vous le disiez, il y a aujourd'hui un problème d'équilibre entre l'équité et l'exactitude des informations dans les modèles de Gemini, mais ils ont au moins, enfin c'est tout à leur honneur de faire l'effort d'essayer d'encoder cette diversité. C'est pas quelque chose de facile, mais quand quand on s'apercevait qu'OpenAI, par exemple, ne présentait que des personnes blanches dans des rôles professionnels et des personnes de couleur dans d'autres rôles spécifiques, on ne s'est pas plus offusqué que ça. On aurait dû s'offusquer. Donc je trouve qu'il faut encourager la démarche, il faut ajuster, mais je pense que c'est une bonne direction. Et cet ajustement, comment est-ce qu'il est dans les images qu'on vient, avec la manière dont on vient nourrir l'intelligence artificielle, ou est-ce que effectivement, du moment qu'on vient encoder l'intelligence artificielle, est-ce que le souci n'est pas dans la systématique de toute manière dans la représentation? Est-ce qu'on va réussir à encoder une forme d'aléatoire, plus ou moins représentatif? Je pense que c'est une histoire d'ajustement, d'affinement. J'ai pas la réponse à ça. Je pense que ça reste une problématique technique. Encore une fois, d'équilibre entre ce principe d'équité et l'exactitude des informations par rapport à l'histoire. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Je ne saurais pas vous dire plus que ça comment on peut mettre ça en place. Mais effectivement, la question de l'inclusivité, ça a été un des sujets un peu buzzword, l'inclusivité des IA, et c'est quelque chose qui se travaille et va s'ajuster effectivement avec le temps. Un autre élément assez fort de l'actualité de ce début d'année 2024, ça a été l'IA Act. Mais autour de celui-là s'est posé en fait tout simplement le chamboulement du domaine de la propriété intellectuelle depuis l'avènement des intelligences artificielles. Les IA génératives produisent des images, des textes, des œuvres. Parfois, et ça pose la question de l'origine de cette œuvre. Qui est le propriétaire, à qui appartiennent-elles et d'où viennent-elles? Alors, Marc-Olivier, je me tourne assez naturellement vers vous. Quels sont les nouveaux enjeux, les problématiques qu'ont soulevées l'IA, finalement, sur le sujet de la propriété intellectuelle? Alors, il y a des enjeux anciens, c'est que comment on va traiter des contenus. Alors ça, en propriété intellectuelle, on est habitué à gérer des contenus dans l'industrie musicale, dans l'édition littéraire, sur ce qu'on appelle les arts visuels. Et on sait traiter un contenu parce qu'à l'origine, on a un être humain, on a un créateur, et l'ensemble de l'édifice du droit d'auteur est basé sur ce qu'on appelle un droit personnaliste. En France, on a inventé cette chose qu'est le droit d'auteur. Et là, on a une sorte d'automisation d'une production effarante de contenu, en plus en très grande quantité, dont on n'arrive pas à identifier ni le statut, ni, et c'est là tout le sens du mot génératif, ni l'auteur. Ce qui pose, in fine, la question de savoir si les contenus créés par l'intelligence artificielle sont des œuvres. Alors vous pouvez me dire, on peut se passer de la question de savoir si ce sont des œuvres ou pas des œuvres, mais ça pose la question de la propriété intellectuelle. Alors les grands axes, j'ai fait un schéma parce qu'il est impossible d'expliquer toutes les problématiques juridiques liées à l'IA en quelques minutes. Il y a deux grands axes. Il y a les inputs, c'est-à-dire les données qui sont absorbées, ce qu'on appelle les contenus ingérés, qui pour l'essentiel, ça fonctionne par web crawling, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, l'IA Act s'occupe de ça en disant on a un sujet de transparence. Vous parliez de l'éthique tout à l'heure, mais ça, c'est très lié. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire tout, n'importe quoi? Et est-ce que Internet, c'est une sorte de domaine public absolu dans lequel on pourrait puiser pour créer des contenus inédits? Eh bien, on voit tout de suite que ce n'est pas le cas. Il y a la question de l'identification des données préexistantes, de l'usage réservé de ces contenus préexistants, et il y a l'exercice de ce qu'on appelle l'opt-out. Parce qu'on a eu une loi en 2019 qui est venue dire ça, c'est du data mining. Ça veut dire que vous pouvez piocher librement dans les bases de données, et c'est une exception aux droits exclusifs des droits de propriété intellectuelle. C'est une sorte de fair use. Mais tout de suite, par exemple, la SACEM l'année dernière a dit moi, j'exerce mon opt-out. C'est-à-dire, non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, puisqu'il y a des droits privatifs et des droits de propriété intellectuelle. Ensuite, il y a le cœur de l'IA
avec les sociétés qui génèrent de l'IA, et la question se pose de savoir si elles peuvent être titulaires des droits de propriété intellectuelle qu'elles génèrent, enfin des logiciels qu'elles créent, des systèmes qu'elles créent. Alors elles sont propriétaires en termes de propriété industrielle de leurs logiciels, de leurs systèmes, etc., mais elles ne sont pas propriétaires des contenus qu'elles génèrent. C'est complètement différent. C'est comme si on disait que tous les romans qui ont été écrits depuis 1994 avec Microsoft Word appartiennent à Microsoft. Non, ils appartiennent aux auteurs. Donc là, il y a un vrai sujet, mais la nouveauté, c'est que c'est un Microsoft Word qui aurait avalé l'ensemble de la Bibliothèque nationale. Et là, ce n'est pas la même chose. Et donc, on arrive à l'autre bout de la chaîne, qui sont les contenus générés, ce qu'on appelle les outputs, qui posent toute une autre série de problèmes. Surtout que l'axe sur lequel ils sont apparus, c'est l'axe des fakes, du faux, de la contrefaçon et du parasitisme artistique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a vu un duo entre The Weeknd et Drake. On a vu Angèle qui chantait une chanson qu'elle n'avait jamais chantée. On a vu David Guetta qui mettait un enregistrement avec Eminem qui d'un coup chantait, sauf que Eminem ne l'avait jamais chanté. Donc là, on est sur des faux. C'est d'ailleurs intéressant parce que le régime juridique le plus proche, c'est celui des faux artistiques en peinture qui date d'une loi de 1885. Donc l'IA Act s'intéresse à ça, mais s'intéresse pas beaucoup à ça. Mais ça, on a tout le dispositif. Contrefaçon, parasitisme artistique, concurrence déloyale. Je vous donne un exemple de concurrence déloyale. Je suis une maison de disques, ça fait 25 ans que j'investis dans un artiste. J'ai déposé sa marque. Et derrière, il y a un adolescent qui sort de sa chambre et qui fait tout un album d'Oasis en disant, bah voilà, on va le communiquer. Donc là, pour les maisons de disques, pour les créatifs, pour l'ensemble des industries créatives, il y a un enjeu, les métadonnées, la maîtrise des données qui sont absorbées, la labellisation, c'est-à-dire mentionner quand c'est de l'intelligence artificielle pour permettre, comme on mentionne par exemple sur les publicités dans un secteur que vous connaissez bien, quand les photos ont été retouchées. Donc c'est encore une question d'éthique. Donc toute cette chaîne-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'a dit l'IAC? Il a dit petit 1, la transparence. Petit 2, la valorisation des droits de propriété intellectuelle, une monétisation. Ça va passer par quoi? Est-ce que c'est une taxe streaming? Est-ce que c'est de la licence légale? Est-ce que c'est un système de licence en bloc? Mais il y a des actions qui ont été menées par le New York Times, comme vous le savez, par Elon Musk, on en a parlé, par tous les propriétaires de contenu qui disent « stop, vous ne pouvez pas tout faire ». Ce n'est pas parce qu'il y a une exception de fouille que vous pouvez tout faire, parce qu'on doit valoriser la chaîne créative. Valoriser la chaîne créative, et on y revient à l'IA responsable, c'est l'IA responsable des créateurs de logiciels et de systèmes d'intelligence artificielle, l'IA responsable des acteurs de la filière, de l'ensemble des industries créatives, et aussi des utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi. Je voulais rebondir sur ce terme de parasitisme que vous avez utilisé, puisque effectivement, avec les fakes, en tout cas avec les fakes et les deepfakes et autres types de détournements qui sont plus accessibles, en tout cas industrialisables quasiment avec l'intelligence artificielle, ça crée finalement un nouveau risque, une recrudescence du risque de parasitisme pour les entreprises et les marques. Vous dites qu'effectivement le cadre juridique existe un peu, mais comment est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent se protéger de cette vague de nouveaux contenus et de potentiels détournements de leur image, de leur marque, de leurs assets? Eh bien c'est un peu la nouveauté, parce qu'on sait gérer la contrefaçon. C'est la reproduction d'un t-shirt Lacoste, la reproduction d'un objet, c'est un produit B qui imite un produit A, un enregistrement B qui imite un... Là, c'est à la manière d'eux. Ça existe dans l'histoire de l'art depuis l'aube des temps. Et le parasitisme, c'est s'inscrire dans le sillage d'une entreprise en utilisant ses efforts financiers, ses efforts de développement, ses efforts créatifs, pour faire quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas. Donc, et c'est l'essence même des utilisations génératives, c'est se nourrir d'une masse de création préexistante, donc de s'inscrire dans le sillage pour créer des contenus qui sont inédits, mais qui, dans l'inconscient collectif, vont faire référence à. Il y avait une pub de Coca-Cola qui avait été faite il y a 1 an, qui était assez surprenante, où il n'y avait que des tableaux à la manière d'eux. Et moi, l'administration Picasso m'avait interrogé en disant, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, parce qu'un style, un genre ne sont pas protégeables. Picasso est une marque protégeable. Et donc, ce que génère, quand je parlais des deepfakes tout à l'heure, dans le cas de la musique, dans le cas de la peinture, dans le cas, etc., ce qui pose aussi la question de la disparition de certaines professions. Mais les deepfakes, c'est la création à la manière d'eux. Donc, c'est le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme plus que celui de la contrefaçon. La contrefaçon, elle est là.
C'est l'utilisation et la reproduction sans autorisation de contenus sur lesquels il y a déjà des droits exclusifs. Oui, parce que vous dites à la manière d'eux, mais généralement, dans ces exemples-là, on reprend complètement la voix, on peut reprendre une image, on peut reprendre un logo. Alors, la limite entre le à la manière d'eux et finalement l'exploitation d'une image ou des éléments qui sont constitutifs d'une marque, dont elle est en partie propriétaire. Oui, j'ai pas trop le temps, mais il y a tout un développement. Il y a la violation des droits de la personnalité, il y a la violation de certains droits de propriété intellectuelle, il y a effectivement la concurrence déloyale, il y a la contrefaçon de marque. En fait, on a tout un dispositif législatif préexistant, parce qu'on dit toujours que le législateur court après la technologie. Il a toujours mécaniquement un temps de retard. Donc là, ce temps de retard, comment on le rattrape? D'habitude, c'est comme on avait fait avec le peer-to-peer, comme on avait fait avec les MP3 avant que ce soit légiféré, qu'il y ait la loi Adopi, puis le streaming, etc. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils qui nous permettent de... Alors en France, et aux États-Unis aussi, on a des dispositifs, le copyright aux États-Unis et en France, le droit d'auteur, qui sont avec des vrais outils répressifs et des vrais mécanismes. Il y a eu déjà 2 jurisprudences aux États-Unis, c'est intéressant, qui a refusé la protection par le copyright d'une création d'un art visuel en intelligence artificielle pour absence d'intervention humaine. Ça remet dans l'ordre des choses la question fondamentale de la nature d'une œuvre. Il n'y a pas d'œuvre sans créateur. Il ne peut pas y avoir de création orpheline des créateurs. Eh bien, si, on est en train d'inventer quelque chose de cet ordre-là, mais on n'a pas le dispositif juridique. Alors, je voudrais rebondir sur ça parce qu'au CES cette année, il y a The Couples, donc la marque de vêtements, qui a travaillé avec une société française d'ailleurs d'IA, où ils ont ingéré les collections passées de The Couples pour créer les collections futures dans le style de la marque. Et donc, c'est le designer de la marque, le créateur, qui a choisi en fait parmi les différentes options. Donc, en fait, c'était finalement un dispositif géré par la création de The Couples, mais sous contrôle de la marque. Donc, c'était un peu entre les deux. Et si je peux me permettre, là, ça revient à la distinction de l'utilisation de l'IA comme un outil, c'est-à-dire la vision instrumentale. C'est notamment le cas de l'intelligence artificielle analytique, où on est propriétaire de contenu, on en fait ce qu'on veut puisqu'on en est propriétaire, et on en sert d'outil. Il y a une société qui s'appelle Sony CSL, qui aide les auteurs, les compositeurs. Ça ne fait pas partie de Sony Music, mais c'est un centre de recherche pour voir comment on peut exploiter le back catalogue, comment on peut faire des nouveaux enregistrements d'Elvis Presley, etc. Là, ça ne pose pas de problème puisque c'est utilisé comme un outil, comme l'autotunes, comme GarageBand, comme ce type de choses, comme la conception assistée par ordinateur. Mais dès lors qu'on est dans le génératif, on a encore une fois une automisation, une sorte de divorce symbolique et juridique entre la création, le créateur et donc les droits. Ouais. Effectivement, c'est des sujets extrêmement complexes qui vont se poser. Je voulais aussi, là, dans cette table ronde, évoquer la question de qu'est-ce que l'on veut faire avec ces IA. Donc, effectivement, il y a la question de l'outil, qu'est-ce qu'on y insère et qu'est-ce qu'on crée avec. Mais c'est un outil avant tout, ça veut dire qu'on peut le mettre au service de nos valeurs, de nos engagements, et notamment de divers engagements comme l'engagement environnemental. C'est quand même un vrai sujet pour l'intelligence artificielle. Depuis ce matin, on se parle de ce qu'est un peu good AI, mais c'est aussi qu'est-ce que serait une AI for good. Karine, je me retourne vers vous. C'est notamment ce que vous faites avec justement The Good AI Company, qui met l'intelligence artificielle au service de l'environnement. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire de ce nouvel outil, donner à ce nouvel outil un vrai impact sur ce challenge environnemental? Et puis du coup, une question qui vient avec, c'est mais aussi quel est l'impact environnemental de l'intelligence artificielle en tant que telle? Alors, The Good AI, c'est une société qui identifie et rassemble des technologies d'intelligence artificielle dédiées au développement durable, avec un volet environnemental, un environnement sociétal et un environnement IA responsable, bien évidemment. Donc le concept derrière le volet environnemental, c'est d'utiliser donc le pouvoir de l'IA qui est extrêmement fort lorsqu'il est question de mesurer, de prédire et d'optimiser et de l'appliquer à la crise climatique. Donc il y a des multiples applications de l'IA pour ça. Je vais en citer 3 qui ont beaucoup d'impact. Dans le secteur de l'adoption des énergies renouvelables et bas carbone, l'IA, ça peut permettre d'anticiper la demande d'énergie et donc d'adapter la production
en fonction, et notamment par exemple de recommander aux utilisateurs finaux d'énergie quand consommer pour pouvoir par exemple accéder à de l'énergie bas carbone. Il y a la start-up Electricity Map qui propose notamment en temps réel de savoir à quel moment il est bon de consommer pour utiliser de l'énergie bas carbone. Le second domaine, c'est l'industrie, bien évidemment. On parle beaucoup de maintenance prédictive. Il y a aussi le sujet des jumeaux digitaux qui vont permettre, par exemple, de simuler tous les process dans une usine et d'optimiser la consommation carbone. Il y a une start-up qui s'appelle Carbon Ray qui s'attaque notamment aux cimenteries et à l'optimisation des fours qui sont très consommateurs de carbone. Le ciment, il ne faut pas oublier, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc l'IA permet vraiment de pouvoir drastiquement optimiser la consommation énergétique de ces fours. Et puis le troisième secteur, c'est celui de la reforestation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée dans les projets de reforestation pour identifier les zones où il est intéressant de reforester, monitorer les projets de reforestation et surveiller aussi les forêts existantes et leur état de santé. En France, on a une société qui s'appelle Morpho, M-O-R-F-O, qui fait justement de la reforestation avec des drones et de l'intelligence artificielle dans les zones tropicales. Donc, il y a énormément de choses à faire. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir le rapport de Climate Change AI, dans lequel il y a plus de 100 applications de l'IA pour l'environnement. Maintenant, ça vient aussi avec le revers de la médaille. L'IA responsable, c'est aussi une IA verte. Et l'IA, aujourd'hui, c'est pas la techno la plus propre. Je crois du coup que la consommation d'énergie pour le secteur des nouvelles technologies d'ici à 2040 est estimée entre 7 et 20% du total monde, et ce, en particulier à cause de l'intelligence artificielle et en particulier à cause du deep learning, dont les besoins en énergie doublent tous les 4 mois à peu près. Et donc avec l'IA générative, c'est encore plus vrai. Il y a des sujets également d'eau. Aujourd'hui, je crois que la consommation de Microsoft en 2022, c'était 6,4 milliards de litres d'eau, donc ça fait 2500 piscines olympiques. Donc, il y a énormément de choses à faire pour rendre ce secteur un peu plus vert. Est-ce qu'aujourd'hui, on estime que justement les impacts positifs de l'IA sur l'environnement vont pouvoir compenser tout ce côté énergivore BCG nous dit que 5 à 10% de la réduction carbone serait le fait de l'intelligence artificielle d'ici à 2030. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on arrive à un bilan positif, mais c'est difficile à dire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'outils aussi pour faire de l'IA plus verte. Aujourd'hui, il y a des softwares qui permettent aux grands groupes d'évaluer l'empreinte carbone de leur modèle, Code Carbone, hein, c'est un logiciel français. On peut également agir lorsqu'on choisit avec quel cloud center on travaille. Il faut regarder le mix énergétique du pays. Aujourd'hui, mettre son data center en Allemagne, c'est pas la même chose que de la mettre en France. États-Unis, Brésil, pareil. Les mix énergétiques sont différents. Il y a des techniques aussi de pré-entraînement, de transfer learning qu'on peut utiliser pour être moins énergie intensive. Et puis vous en parlez tout à l'heure avec les modèles, les grands modèles de langage. Par exemple, aujourd'hui, je pense que selon les applications qu'on veut au sein d'une entreprise, on peut aller chercher des modèles qui sont spécialisés sur cette application-là, et on n'a pas besoin d'entraîner et de faire tourner des modèles généralistes. Donc, il y a plein de choses à mettre en place pour optimiser cette consommation carbone pour l'intelligence artificielle. Ouais. Mais c'est hyper intéressant de se dire qu'effectivement, il y a tous nos engagements environnementaux ne doivent pas disparaître avec effectivement l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et au-delà de ces sujets-là, il y a la question de comment est-ce que l'IA est aussi au service de nos valeurs et aussi peut-être même d'une sorte d'identité. Un peu comme on en parlait de l'IA Act juste avant. Est-ce qu'avec l'IA Act et est-ce qu'avec d'autres pratiques, est-ce que vous pensez, tous autour de la table, qu'on est en train de construire une intelligence artificielle à l'européenne ou à la française par opposition à d'autres usages, d'autres manières d'utiliser l'intelligence artificielle à travers le monde?
Peut-être je vais juste rebondir avant sur le thème de l'énergie, qui est un thème absolument clé. Aujourd'hui, 75% de l'empreinte carbone mondiale, c'est l'énergie. Donc si on résout le problème de l'empreinte carbone de l'énergie, on a résolu une grande partie du sujet. Et donc il y a un certain nombre de solutions qui sont en train d'arriver sur la décarbonation de l'énergie. On pourrait parler d'énergie osmotique, on est un peu loin de l'intelligence artificielle, mais encore que, parce que c'est quand même des modèles de simulation liés à l'intelligence artificielle et au quantique qui ont permis ça. Mais il y a des axes absolument indispensables de décarbonation de l'énergie qui sont en train de se mettre en place, et notamment la France est en très bonne place avec un certain nombre d'acteurs. Ensuite, sur votre deuxième question, qui est Une IA à l'européenne. L'IA à l'européenne. C'est sûr que si on compare les trois modèles d'IA, l'IA américaine, très basée sur le business et peu de régulation, l'IA chinoise, qui est très basée sur, au contraire, le contrôle social du dispositif, il y a forcément un modèle au milieu qui est le modèle de l'IA européenne qu'on pousse de nos voeux. Et alors c'est très intéressant parce que ça s'inscrit dans l'historique de la propriété intellectuelle dans le monde. C'est-à-dire que les pays anglo-saxons, les États-Unis, donc les systèmes libéraux, ont mis au cœur les investissements et ont inventé cette chose qu'on appelle le copyright, où par exemple le droit moral n'existe pas. Et d'un autre côté, nous, on produit de la norme européenne, et dans la norme européenne, on a une éthique personnaliste, et donc un droit moral très fort, et une acuité et une sensibilité au droit d'auteur qui est bien supérieure, notamment au troisième modèle, la Chine, qui est une société collectiviste de contrôle, où la question du droit d'auteur, elle ne se pose pas, puisque vous ne créez pas pour vous, pour votre ego d'artiste, et vous créez pour quelque chose qui vous dépasse, qui est la République populaire de Chine ou le parti. Donc effectivement, on va développer, et là il risque d'avoir un divorce entre la technologie et les systèmes normatifs, mais effectivement, on produit de la norme européenne avec une éthique européenne, puisque pour reprendre le thème de cette table ronde, la question de la responsabilité, c'est une question de responsabilité ontologique, en termes d'éthique, comment on gère la technologie, et il y a un problème de responsabilité juridique, et pour moi c'est très lié à la pédagogie, et les entrepreneurs qui sont là, et les entreprises qui sont là, et qui font partie de notre environnement, il y a ce souci vraiment d'une pédagogie pour dire qu'est-ce que c'est que la responsabilité juridique, parce qu'on fait partie de filières. On est des acteurs d'une filière, d'un ensemble, et ça me faisait penser à cette série sur Spotify qui était très intéressante, qui s'appelait The Playlist, où il y avait les pirates du web à l'époque qui disaient il faut que la musique soit gratuite. Et on leur a dit mais c'est sympa ce que tu es en train de dire, mais ton copain qui joue de la guitare dans un groupe et qui produit un disque, de quoi il va vivre? Donc il faut bien comprendre que la question de la responsabilité, c'est une question de pédagogie et c'est une question de filière. Et ensuite, on se posera la question de capter des droits et de fixer la nature juridique et le statut. Mais est-ce que cette question de responsabilité, vous estimez qu'elle se pose moins justement dans les modèles américains ou les modèles chinois ? Non, pas du tout, puisque justement, j'étais assez surpris par les deux décisions qui ont été prises par des cours fédérales là aux États-Unis, qui disaient qu'on pouvait s'attendre que dans un système copyright, on vienne dire bah oui, là, on est dans de la propriété industrielle pure, on va sécuriser les startups, donc on va... Et on a une décision qui dit, faute d'intervention humaine, il n'y a pas de copyright, ce qui est quand même très, très intéressant comme démarche, c'est-à-dire que même le système le plus rétif à ce droit personnaliste dit, pour qu'il y ait une création, pour qu'il y ait de la propriété intellectuelle, il faut une personne physique. Et d'ailleurs, tout l'édifice du droit d'auteur en France est basé là-dessus. C'est-à-dire que le Code de la propriété intellectuelle, c'est assez intéressant, ne définit pas ce qu'est une œuvre, il ne définit pas ce qu'est un auteur, il dit simplement une œuvre, pour être œuvre, il faut qu'elle soit originale, et c'est la jurisprudence qui dit que l'originalité, c'est la marque de l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc sans auteur, il n'y a pas de droit d'auteur, sans droit d'auteur, il n'y a pas d'œuvre, donc c'est un système réversif, et sans œuvre, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les contenus génératifs, aujourd'hui, n'ont pas un statut d'œuvre. Là, effectivement, on revient sur la question de la propriété intellectuelle, mais également dans les usages qu'on fait de l'intelligence artificielle. Et donc, derrière, un usage aussi créé, les modèles de société qu'on peut imaginer créer avec l'intelligence artificielle. J'aimerais bien avoir vos points de vue, à vous deux, Caroline et Christophe, sur ce sujet-là. Est-ce que par rapport à un modèle chinois ou américain, on construit en Europe une autre IA pour une autre société, finalement? Comme l'a dit Christophe, la Chine, c'est une IA de contrôle, c'est une IA d'État. Axée sur la sécurité, les services publics.
Les États-Unis, c'est une IA commerciale, donc c'est le royaume de Google, Facebook, des GAFAMI, donc c'est beaucoup d'IA pour la publicité, pour les médias. C'est une IA de défense aussi. En Europe, on est sur une IA éthique, avec vraiment un focus mis sur le respect de la vie privée, les droits fondamentaux, les services publics aussi, donc au service des citoyens. Donc oui, c'est un projet de société différent. Et ça va être intéressant, je pense, à l'avenir de voir comment ces IA vont cohabiter. C'est une forme de géopolitique des IA qui va se mettre en place. On n'a pas parlé des IA russes, on n'a pas parlé des IA africaines, si on peut réduire l'Afrique à ça, mais ça va être une vraie question de savoir comment ces IA vont collaborer entre elles au niveau business, au niveau politique, au niveau géopolitique en général. Alors, il y a un nouveau groupement qui s'est créé il y a quelques temps, dans lequel on a adhéré d'ailleurs, qui s'appelle The Alliance AI, qui a été créé initialement par IBM et Meta récemment, en septembre dernier, dans lequel on a adhéré. On est deux collectifs français à avoir adhéré à ce dispositif, donc Impact AI d'un côté, puis l'Institut Polytechnique de Paris de l'autre, et beaucoup d'académiques, pour justement finalement essayer de se polariser sur cet axe éthique responsable, mais au niveau mondial. Et je pense qu'il faut aussi, dans ce cadre-là, avoir une vision socioculturelle, et notamment sur la question du travail et de ce que ça entraîne de disparition de certaines professions et de redistribution des cartes. Aujourd'hui, il y a des professions qui vont disparaître. Traducteurs, voix off, doublage. Il y a une association de doubleurs, de films, de séries qui ont dit nous, on donne une certaine personnalité, on peut pas, parce qu'aujourd'hui, techniquement, on peut les remplacer. Cet après-midi, je suis chez Arte pour faire une formation sur l'intelligence artificielle, puisqu'il y a une chaîne de télévision aux États-Unis qui a été créée, qui est uniquement générée par l'intelligence artificielle. Donc là, on est dans une sorte de 3e ou 4e révolution industrielle où on peut se passer de l'humain. Donc il y a un enjeu socio-culturel dans la question d'éthique qui est fondamental. Il y a même une application qui a été lancée au mois de janvier qui s'appelle IA Avocat, et ils disent nous, on peut rivaliser avec n'importe quel avocat. Moi, je veux bien le croire, je veux bien disparaître, c'est pas le sujet, mais c'est de savoir qu'est-ce que ça propose, quelle est cette solution, parce que ça contente de... Mais est-ce que la profession d'avocat va disparaître ou est appelée à disparaître? Ça, c'est un enjeu qui dépasse la question de la technologie, qui dépasse la question de la propriété intellectuelle et qui renvoie à un cadre social, économique et comment on envisage le futur avec l'intelligence artificielle, parce qu'on va faire avec. Et d'ailleurs, vous parliez de l'importance de l'éducation tout à l'heure et d'éduquer le plus grand nombre à l'IA. Je crois que c'est à Singapour qui a été annoncé, ça a été annoncé il y a quelques jours qu'il y allait avoir une subvention pour former les plus de 40 ans justement à l'intelligence artificielle, parce que en fait ça va tellement vite que ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école en fait va être obsolète quand on arrivera à 18-20 ans, et donc il faut vraiment s'auto-former toute sa vie pour ne pas louper le coche. AI super coach.